Non, attendez, pas là, parce que le banc, il est un peu cassé. Mettez-vous là plutôt. Voilà, ce serait mieux. Il est 7 heures, hein? Il est 7 heures? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Fallait que je puisse les rabouter, hein. Bah, je prends rang par rang, alors Ouais, si tu ne veux hein. pas les rabouter, Ouais. Laurent, on peut y aller? Bon, eh bien on y va. Bonsoir à tous. Bienvenue aux conférences mensuelles d'astronomie de la SAF. Je vous avais montré en introduction un petit film de la sonde japonaise dont personne n'avait parlé à la télévision, qui est un grand exploit. Il s'est produit aussi aujourd'hui un très grand exploit dans l'astronautique américaine. Cet exploit, j'ai oublié de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Jean-Pierre Martin, je suis physicien, membre de la SAF, et c'est moi qui organise les conférences mensuelles. Je salue nos amis sur Internet, et notamment au Pic du Midi. Je sais qu'il y en a qui nous regardent au Pic en ce moment. Je leur dis un petit coucou. Voilà. Donc cet exploit qui s'est produit aujourd'hui dans l'espace, vous savez qu'il y a quelques jours, il y a une capsule américaine, Dragon, qui a emporté un mannequin truffé de capteurs, qui est allé se raccorder à l'ISS. On a déchargé du matériel, ils ont repris les ordures, et aujourd'hui, elle s'est désamarrée, a franchi l'atmosphère terrestre, le bouclier thermique a bien marché, et a atterri dans l'Atlantique avec des parachutes. C'est une petite révolution. Pourquoi? Parce que depuis près d'une petite dizaine d'années, les Américains, pour aller dans l'espace, à l'ISS, étaient dépendants des capsules Soyouz, puisque les navettes avaient été arrêtées. Voilà, donc c'est une date importante. Le prochain vol se fera avec des vrais astronautes à bord. Alors, je vous présente ici les prochaines conférences. Je ne vous ai pas montré la suite, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, vous savez que la suite, malheureusement, la saison prochaine, Télécom, ça va être marqué là, vous voyez, Télécom déménage et vont sur le plateau de Saclay, et nous ne pourrons plus utiliser cette salle. Donc on a trouvé quelque chose, et je vais vous en parler. Par contre, ça ne sera plus le vendredi, ça sera très probablement le deuxième mercredi du mois. Alors notre nouvel amphi, il se trouve au CNAM, pardon, voilà, CNAM. Et dans, je dois avoir un pointeur, vous voyez, dans l'amphi, là, vous voyez cet amphi-là, l'entrée est là, et l'amphi est tout à côté. Alors en principe, c'est cet amphi, donc amphi de l'abbé Grégoire, qui est... Vous êtes... ah bah oui, c'est un véritable amphi. Et alors là, vous êtes très bien assis,
malheureusement trop bien. Ça veut dire qu'il y en a qui vont ronfler. Là, sur ces bancs-là, c'est pas possible. Hein. Il y a un petit peu moins de place. Je crois que c'est 220, 230, mais bon, ben, on les remplira quand même. Hein. Et voilà, donc j'attends la confirmation du CNAM. Alors, je vous fais défiler les conférences parisiennes et non parisiennes d'ailleurs. Il y a pas mal de choses intéressantes en ce moment. Vous les retrouverez sur mon site, si vous voulez. Voilà. Alors, je signale que le 30 mars, que j'ai oublié d'inclure là-dedans, le 30 mars, il y a la commission Histoire qui se réunit à la Société de Géographie. Un comble pour la commission Histoire. Hein. Évidemment, la commission de Géographie, non, ce n'est pas l'Histoire. D'accord. Okay. Alors, voilà notre dernière conférence SAF avec Jean-Pierre Maillard. Une salle bien remplie sur un sujet un peu compliqué, hein, les transformés de Fourier. Bon, ben, d'accord. Vous avez tous compris. Bon. Les cours vous savez que la SAF donne des cours d'astronomie par Daniel Briot, notre astronome de l'Observatoire de Paris. Voilà la liste des prochaines séances. Et la prochaine fois, on reçoit Hervé Doll. Hervé Doll, que nous connaissons bien, hein, qu'on a déjà vu souvent à la SAF. Il est astrophysicien à l'Institut. On peut peut-être fermer la lumière, le bouton du milieu, numéro 2, s'il te plaît. Voilà. On voit mieux, un peu mieux là? Oui. Donc il est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale de Saclay et il est vice-président de l'Université Paris-Sud. Et il va nous parler des origines de l'univers, le début de l'univers, les bruits de fond, le CMB, le bruit de fond cosmologique, et de la future mission Euclide. Est-ce que mon micro marche? Vous entendez bien en haut? Oui, d'accord, parfait. Donc, vous pouvez réserver, comme toujours, demain à partir de 9h du matin. Je m'excuse pour ma voix, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai eu une bronchite très longue et des fois ma voix est un peu cassée. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le calendrier, pour les gens de la SAF, le 8 juin, samedi 8 juin, c'est la journée des commissions, hein, qui, comme chaque année, a lieu à l'École des Mines, boulevard Saint-Germain, et toute la journée. Et cette année, évidemment, cette année, c'est une année un peu spéciale, du cinquantenaire, vous allez vous en apercevoir. J'ai invité Olivier de Goursac, celui qui a écrit ce merveilleux livre qui sera disponible donc dans quelques mois, quelques semaines même, et c'est lui qui viendra, comme tous les ans, nous faire une présentation pour couper un peu la monotonie des présentations des commissions. Voilà. Et je termine en vous disant que si vous êtes sage, à la fin de la réunion, il y a un compte-rendu de 4 pages, un résumé que j'ai écrit à votre attention, parce que beaucoup se sont plaints qu'il n'y avait plus de petits papiers pendant cette réunion qui expliquait un peu tout. Bon, là, je me suis fendu. Je ne dis pas que je le ferai à chaque fois, mais il est dans le sac là-bas. Avant de partir, on vous les donnera. Donc ce soir, je vais passer la parole à quelqu'un que je connais bien. Oui. Voilà, où il est parti, voilà. Qui a vécu, j'ai vécu la conquête spatiale. Et justement, on va voir que c'est un épisode historique très, très intéressant. Et je vais déjà voir si ma présentation est là. Voilà. Attendez. Alors, paf, paf. Voilà. Je vois que parmi nous, il y a des têtes blondes, mais il y a aussi des têtes blanches. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent ce qu'ils ont fait dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969? Ah, c'est pas la majorité, hein.
Ou alors vous avez honte. Bon, alors, bon, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes vieux. Alors, cette présentation mêle trois sujets, l'astronomie, l'astronautique et l'histoire, parce que c'était vraiment un moment historique. Et on va essayer de voir comment tout ça s'est articulé. Alors, tout ça, ça a commencé par le discours de Kennedy en 1961 qui a promis la Lune aux Américains. C'était suite à la vexation des Spoutnik et des Gagarine. L'Amérique n'était plus dans la course. Alors la conquête de l'espace, elle a commencé par un bip-bip le 4 octobre 1957. Alors il y en a peut-être qui... C'est un peu plus vieux, ça. Il y en a qui se rappellent du bip-bip. Oui, hein. Ça, c'était incroyable. Hein. On se demandait ce qui se passait. Vous savez, c'était rien, le bip-bip. C'était même pas un satellite. C'était juste un poste de radio lancé dans l'espace. Hein. Mais ça a marqué le monde. Hein. Donc, premier satellite artificiel russe, lancé par ces fusées. Des fusées qui sont à peu près les mêmes actuellement. Et voilà. Alors... Je sais pas où il faut que je mette le micro, que vous l'entendiez. Enfin, vous l'avez dans la tête au moins. Alors, c'est quoi une fusée? Une fusée, c'est simple, hein, c'est la loi de Newton. Hein. Action égale réaction. Et donc, voilà. Alors, les Russes les premières sondes lunaires sont russes. Vous vous rappelez peut-être la sonde Luna 9. C'est Luna 9 ou Luna 3? Luna 3, pardon, en 1959, ouais, je me rappelle, en 1959, qui a photographié pour la première fois la face cachée de la Lune. Alors là, c'était un exploit presque aussi important que marcher sur la Lune, parce qu'on se posait des tas de questions sur la face cachée de la Lune dans ces années-là. Il y en a même qui disaient qu'il n'y avait rien, c'était coupé derrière, ou que la Lune, c'était un satellite artificiel. Bon, bref, c'était quelque chose qui a marqué les esprits. En tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. Face cachée de la Lune. Les Russes marquent encore des points de ce côté-là. Il y a le premier Spoutnik, il y a la face cachée de la Lune. Et 30 ans après, les Américains ont refotographié cette même face cachée, c'est par la sonde LRO. Bon, évidemment, c'est la même chose, mais en plus précis. Je vous signale que cette face cachée photographiée par les Russes, c'était un exploit à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tous les moyens modernes. En plus, l'électronique russe était nulle. Et ils ont transmis les photos, la photo par Bellino, ligne après ligne. Ça a mis des jours pour arriver sur Terre. Hein. Mais quel exploit! Alors, Wernher von Braun va être le sauveur des Américains. Von Braun, vous savez que c'était un savant allemand qui était passionné de fusées et qui, dans les années 30, on ne pouvait pas faire des fusées si on ne passait pas par la case militaire. Donc c'est les militaires qui ont mis la main dessus et il se met à faire des fusées pour les militaires dans une base secrète dans le nord de l'Allemagne que tout le monde connaît, Peenemünde. Cette fusée s'appelle la V2. Et alors lui, il voulait aller dans l'espace et conquérir l'espace, mais évidemment, tonton Adolphe, il voulait autre chose. Donc ils ont construit ces fusées V2 pour aller bombarder l'Angleterre, la Hollande, etc. Alors les premiers essais sont moyens, mais un jour... Ah oui, voilà. Mais un jour... en 1942, pour la première fois, une fusée V2 s'élève dans le ciel de Peenemünde et remplit sa mission. L'ère spatiale vient de commencer. Il faut savoir que la structure de ces fusées V2, c'est exactement la même que les fusées actuelles. On n'a pas fait beaucoup de progrès. Il y a un carburant
un propergol et un oxydant. Il y a une tuyère. C'était même suffisamment intelligent. Il y avait un gyroscope pour essayer de bouger, donner une certaine direction à la fusée. Bon, évidemment, une direction pour aller bombarder les copains. Hein. Et voilà. Et donc, la fin de la guerre se profile à l'horizon. Ils ont quand même lancé plusieurs milliers de V2 sur Londres et Amsterdam, hein, qui a fait plusieurs milliers de victimes. Il faut savoir aussi qu'ils se reposaient sur des travailleurs forcés, des camps de concentration pour construire ces fusées. Hein. Moi qui suis souvent en admiration devant von Braun, il ne faut pas oublier que c'était quand même un nazi. Vers la fin de la guerre, von Braun et ses collègues décident de ne pas se rendre aux Russes. Les Russes n'avaient pas de très bonne presse, je ne sais pas pourquoi, et ils ont préféré se rendre aux Américains. Pas de chance, ils sont dans la zone d'occupation russe, donc ils vont traverser toute l'Allemagne en prenant un train, ils mettent toutes les pièces de fusées, des fusées entières, tous leurs collaborateurs, et en pleine guerre, ils traversent toute l'Allemagne à la recherche des Américains. Bon, c'est une très longue histoire, et ils les cherchent, ils ne les trouvent pas, enfin bon, bref. À un moment, ils se trouvent, et ils font un deal avec les Américains, et ils veulent travailler pour l'Amérique à condition de faire de la recherche, de la conquête spatiale. Donc les Américains disent OK. De toute façon, les Américains les recherchaient. Ils recherchaient tous les savants allemands pour mettre la main dessus. Bon, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est une opération qui s'appelait Paperclip à l'époque. Ça mériterait une présentation complète, mais je n'ai pas le temps. Il faut savoir qu'ils vont être transférés illégalement en Amérique. Ça fera un scandale avec les Russes, parce que normalement, c'était dans la zone russe. Et ça va faire un scandale avec les Anglais, parce que les Anglais voulaient aussi mettre la main sur quelques scientifiques allemands. Et bon. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont préféré travailler en France. À Vernon, le LRBA de Vernon, les fusées Véronique, ça vous dit quelque chose, les fusées Véronique? Ben, ça a été construit par tonton von Braun et ses copains. Donc quelques Allemands atterrissent en France, à Vernon, au centre de balistique de Vernon, qui va s'appeler après Safran, puis ça aura tout un tas de noms. Ce sont eux qui font actuellement les moteurs fusées de Ariane. Et vous remarquerez, en bas à droite, la fusée Véronique avec le damier rouge et blanc qui inspirera un certain Belge qui s'appelle Hergé avec sa fusée lunaire. Et vous voyez sur cette image, oui c'est bien la même, oui, les Allemands au milieu à gauche, là, les premiers Allemands qui travaillent pour la France. Alors toutes les fusées qui sortaient de Vernon commençaient par un V comme Vernon électronique. Voilà. Votre fille est muette maintenant, on le sait. Voilà. Ils arrivent aux USA, et qu'est-ce qu'ils font aux USA? Ils se mettent à faire des fusées. Et vous voyez à gauche, c'est la première fusée américaine. Oh, mais on dirait une V2. Ben oui, ils sont venus avec plusieurs V2. Hein, donc, les premières fusées américaines sont des V2. Il doit y avoir un petit drapeau américain qui doit se traîner dessus, mais c'est la seule différence. Par contre, ils améliorent les caractéristiques de cette fusée et la transforment en la fusée de base de l'époque des années 60. C'est la Redstone que vous voyez à droite. Seulement, il y a un problème. Von Braun et ses collègues sont venus avec leur famille, leurs enfants, etc. Donc, ils habitent dans un camp militaire, mais bon, il y a des enfants qui naissent, ils veulent aller à l'école, ils veulent mener une vie normale. Or, ils sont illégalement aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tromper l'immigration, on va passer la frontière illégalement au Mexique, et au Mexique, on va aller à l'ambassade américaine demander l'asile politique, qui, bien entendu, va être accordé.
Donc c'est un simulacre d'immigration. Plus tard, ils seront citoyens américains, bien que certains qui étaient vraiment très impliqués dans les crimes contre l'humanité, ils ont été obligés de refranchir la frontière vers l'Allemagne pour être jugés. Pas tous, en tout cas. Mais il y a un petit problème. Le gouvernement américain ne s'intéresse pas du tout à l'espace. Et Von Braun veut convaincre le public américain. Il sait que c'est le public qui aura certainement la clé, la solution de la conquête spatiale. Et il s'acoquine avec, je vous donne qui, avec Walt Disney. Alors les plus anciens se rappellent peut-être les séries télévisées noir et blanc de Walt Disney sur la conquête spatiale. Ils ont écrit des bouquins là-dessus. Il y a eu quelques séries qui sont passées en France, même, moi je me rappelle quand j'étais vraiment gamin, et ça a conquis le public. Tout le monde ne faisait que de parler d'espace. Maintenant que le public est conquis, il nous faut un centre de lancement correct. Parce qu'actuellement, ils sont dans le désert du Texas, ce n'est pas l'idéal pour lancer des fusées, c'est loin de la mer, et puis il y a de la population autour. Donc on va construire, on va d'abord chercher un site et construire un site qui va s'appeler Cap Canaveral, puis Cap Kennedy, qui va redevenir Cap Canaveral. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et donc, ils ont construit ce site que vous voyez en Floride. Alors, en Floride, qui est relativement près de l'équateur. Pourquoi l'équateur? Parce que quand on est près de l'équateur, il y a un effet de fronde de la rotation de la Terre qui vous permet donc d'aller plus vite en altitude et d'emmener plus de charge utile. Et c'est ce qu'on veut à la fin. Alors, dans les années 50, Von Braun lance à partir de Cap Kennedy la première fusée américaine entre guillemets. Vous allez la voir, vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Ne rigolez pas, c'est une fusée, oui, c'est une fusée V2, mais sur le dessus, il y a un tout petit truc, je ne sais pas si vous voyez, ce tout petit truc, c'est une fusée sonde américaine. Donc l'ensemble est américain. C'est le premier départ de Cap Canaveral. Et voilà, et il continue à faire des fusées. Et qu'est-ce qui se passe? En 1956, Wernher von Braun a une idée. 1956, c'est l'année, à cette époque-là, 1956-1957, c'était l'année géophysique internationale où on s'intéressait à la Terre. Fallait présenter, chaque pays devait présenter des manips correspondant à ça. Et alors, von Braun, il se dit, j'ai envie de mettre un satellite sur orbite. 1956, je ne me trompe pas de date. J'ai envie de mettre un satellite sur orbite. Et il propose au gouvernement américain, dit, écoutez, nous on est prêts, la fusée est prête, mon satellite est prêt, je veux envoyer un satellite autour de la Terre pour fêter l'année géophysique internationale. Eisenhower dit niet, enfin il dit nein plutôt. Il n'est pas question que ce soit un nazi, il n'est pas question que ce soit un nazi qui mette en orbite le premier satellite américain. Il refuse. Il dit ça sera les Américains qui mettront un satellite américain en orbite. Et il dit, allez vous rasseoir, on va demander à l'US Navy de s'en occuper. Puis, entre-temps, voilà ce qui s'est passé. Alors, ça pousse un peu plus les Américains, ça booste un peu les Américains à faire travailler l'US Navy, qui a une fusée qui s'appelle la fusée Vanguard. Peut-être les vieux ont entendu parler de ça, avec un petit satellite, un tout petit satellite au sommet qu'on appelait Pamplemousse, tellement il était petit. Et ils lancent cette fusée, plutôt ils essayent de la lancer, et bon, pas de chance.
échec. La fusée explose au décollage. Et les Américains ne sont pas tendres entre eux, hein, vous voyez. Ils ont voulu parodier le Sputnik. Et le Vanguard qui s'est éclaté, ils l'ont appelé le Flopnik. Ben oui, hein, c'est bon, c'est un peu facile, mais bon. Alors là, Eisenhower, il n'a plus le choix. Il est obligé de faire confiance à von Braun et à son équipe. Lui, il a tout clé en main, tout est prêt. En fait, il avait envisagé, il avait tout fait en perruque, il était prêt à lancer. Et en janvier 1958, il lance le satellite Explorer 1, qui est un vrai satellite, là. Ce n'est pas Sputnik, c'est un vrai satellite dans le sens où il y a des instruments de mesure à l'intérieur. Ce satellite a été développé par le professeur Van Allen. Van Allen, ah, ça vous dit quelque chose? Les ceintures Van Allen. Eh bien oui, le premier satellite lancé par les Américains dans l'espace, eh bien on fait des découvertes. On découvre les ceintures Van Allen autour de la Terre. Alors vous voyez les trois hommes victorieux, là. William Pickering, qui était le responsable du JPL, Jet Propulsion Laboratory, qui va être le numéro 1 de toutes les missions spatiales jusqu'à maintenant, le docteur Van Allen au milieu et von Braun. Et ils ont bien raison d'être contents. Voilà. Maintenant, l'Amérique n'a plus le choix. C'est à von Braun d'agir. Alors, les Américains réagissent en créant la NASA. Vous connaissez le nom, bien sûr, la NASA. C'est en 1958, juste après Sputnik. Et la NASA, c'est une organisation privée. Ce n'est pas militaire. Et je rappelle qu'au plus fort du projet lunaire, plus de 500 000 personnes vont travailler sur le projet Apollo. Alors, je vous ai parlé un peu longuement là, des Américains, du début des Américains. On va revenir, on va essayer de parler des Russes. Eh bien, les Russes, eux, confient leur destin à, maintenant d'ailleurs, c'est lui l'inventeur de toutes les fusées russes et de tous les progrès. Alors, c'est l'époque du goulag. Hein. Il y avait les nazis en Allemagne, et ben, il y avait le goulag à Staline en Russie. Hein. Il fallait tous passer par la case goulag, ça fait bien. Vous ayez fait quelque chose ou pas. D'ailleurs, si vous aviez fait quelque chose, généralement, vous n'y alliez pas. Hein. Korolev, il est ingénieur aéronautique. Il se retrouve au goulag avec des personnes bien. Hein. Tupolev, par exemple. Vous savez, les avions Tupolev. Tupolev, il était au goulag aussi. Voilà. Mais c'est la guerre. Et là, quand même, Staline n'est pas tout à fait idiot. Il dit, j'ai besoin de mes ingénieurs. Donc, il mandate Korolev de retrouver des morceaux de fusée V2 et, si possible, des ingénieurs allemands, parce que Staline n'était pas content que les Américains aient fait, aient pris von Braun et tous ses copains. Donc, Korolev, il a de la chance. Il trouve quand même des fusées intactes. Il trouve des techniciens. Ils les font travailler en Allemagne d'abord, puis après, ils vont être transférés en Russie. Et ils mettent au point les premières fusées russes. Ah, tiens, vous voyez, en haut à droite, la première fusée russe. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Hein. Oui, c'est V2. Hein. Voilà. Et bon, progressivement, Korolev, c'est quand même un organisateur hors pair. Il va améliorer tout cela et il va donner naissance à toute une famille de fusées russes qui existent même maintenant, dont le principe est maintenant similaire. Mais eux aussi, ils ont besoin d'un centre de lancement qui soit un peu caché des yeux de tout le monde. Hein. N'oubliez pas que c'est la guerre froide. C'est Baïkonour. Baïkonour, qui bien entendu ne se trouve pas à Baïkonour, ça aurait été trop simple. N'oubliez pas, tout le monde, les espions, etc. etc. C'est un énorme centre construit dans les steppes du Kazakhstan. 30 000 personnes vont y résider. Donc vous avez bien compris maintenant que la conquête spatiale, ça va être la bagarre entre deux hommes, von Braun contre Korolev.
Donc, ben voilà. Les Russes ont des idées intéressantes pour la construction des fusées. Ils les construisent de façon horizontale. Les Américains les construisent de façon verticale, c'est plus compliqué. Les Russes de façon horizontale. Ils ont un bon fabricant de moteurs. C'est à peu près les mêmes fusées qui mettent maintenant, qui envoient des satellites dans l'espace ou des hommes vers la station spatiale. Alors, les premiers essais de la fusée russe qui a succédé à tout ça, qui s'appelle la R7, qu'on va appeler la fusée Soyouz, mais eux aussi ils subissent des échecs. Mais un jour, 4 octobre 57, c'est l'anniversaire de la révolution d'octobre. Hein, c'est les 1917, ça fait les 40 ans. Et Khrouchtchev voulait absolument qu'on lance quelque chose, un satellite ou quelque chose dans l'espace pour marquer le coup vis-à-vis des infâmes capitalistes. Alors, eh bien, Korolev, il y arrive. Ils mettent dans l'espace Bon, d'accord. Et il réussit. Un satellite est lancé. Les Russes ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé. Pour eux, ce n'était pas important. C'était interne. Ils voulaient célébrer la révolution. Mais quand ils voient la presse du monde entier, ils comprennent l'importance de ce qui s'est passé et plus rien ne sera comme avant. Et vous voyez là, à gauche, la fusée Soyouz, ou R7, c'est ces fusées-là qui ont lancé les Spoutnik, qui vont lancer les Gagarine, les Leonov et toute la clique. Alors que les fusées américaines sont un peu moins grandes, un peu moins puissantes. Alors on se pose la question, pourquoi les fusées russes sont toujours plus mastoc, plus puissantes que les fusées américaines? Il doit bien y avoir une explication. Il y a une explication, elle est militaire. Les Russes ont des bombes atomiques qui sont plus grossières que les bombes américaines. Ils ne sont pas arrivés à miniaturiser tout cela. L'électronique est aussi très grossière, donc il faut transporter des charges très volumineuses. C'est pour ça qu'il faut des grosses fusées. C'est pour ça que leurs fusées sont plus grosses. Pendant ce temps-là, Korolev a l'idée aussi de s'intéresser à des personnes qu'on pourrait lancer dans l'espace, et ce qu'on avait appelé des astronautes côté américain, des cosmonautes côté russe, et ils se mettent à engager des personnes intéressées dans l'aéronautique, tout en ne leur disant pas ce qu'ils vont faire. Hein, ben oui, c'est l'espionnage. Hein. Donc, ils entraînent des jeunes pilotes, dont Gagarine, et ils sélectionnent 6 ou 7 qui vont devenir les premiers et s'entraînent en secret dans une ville qu'ils viennent de construire, une ville secrète qui est la Cité des Étoiles. Alors, toujours la crainte de l'espionnage. Il était interdit de prononcer les mots astronautes, cosmonautes, etc. Eux, c'était des étudiants. Comme quoi, il faut quand même se méfier des étudiants. Hein. J'ai fait 68, moi. Hein. Attention. Bon, du mauvais côté peut-être, mais enfin... Chut. Et en 61, les Russes arrivent à sélectionner Gagarine pour un premier vol dans l'espace. Alors c'est une nouveauté. Aucun être humain n'a été lancé dans l'espace. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Alors Gagarine, c'est un type très sympathique. Il est fils de paysan. Et bon, il est bon. Il a passé tous les tests. En fait, celui qui devait y aller, c'était Titov. Mais Titov, il était dangereux parce que c'était un intellectuel. Et Khrouchtchev, il n'aimait pas trop les intellectuels. Donc, oui, on se pose la question de savoir pourquoi. Et voilà. Donc, il se prépare. On voit ici la capsule de Gagarine. Alors, le principe est toujours, à peu près toujours le même. C'est une grosse sphère, ben, c'est plus facile après pour rentrer dans l'atmosphère, protéger, etc.
Et arrive le jour du 12 avril. Gagarine passe la visite médicale, tout va bien, donc c'est lui qui va partir. Ils prennent le bus pour aller au pas de tir, et puis pas de chance, Gagarine, il a envie de faire pipi. Bah oui, ça arrive. Donc il sort, il va faire pipi sur la roue du bus. Eh bien, c'est devenu un must pour tous les astronautes, pardon, tous les cosmonautes russes qui partent de Baïkonour. Ils sont obligés d'aller faire pipi sur la roue du bus. Ils s'arrêtent en chemin. Alors, on ne dit pas comment on a fait Claudie Aignoret, notre astronaute française. Je ne me rappelle plus ce qu'elle nous avait dit quand on lui a demandé. Elle a dit c'est un secret, mais je crois qu'il y a une petite bouteille d'eau qui est fournie. Enfin bref. Ah, il y a des traditions à respecter, comme quoi la veille du lancement, ils sont aussi obligés de regarder le film que Gagarine avait regardé à l'époque. Hein. Il y a des choses comme ça. Bon, enfin, je n'ai pas le temps de vous en parler. Donc Gagarine va monter dans sa capsule, une capsule en mode automatique. Pourquoi automatique? Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'espace. On n'y a jamais été. Alors, ils ont peur qu'il meure, qu'il devienne fou, ou pire, qu'il atterrisse chez les Américains. Alors là, ça serait le comble. Donc, la capsule est lancée en mode auto. Bon, on lui donne quand même le code pour passer en mode manuel, mais tout se passe à peu près bien. Enfin, à peu près, il y a eu des petits problèmes. Au moment de la séparation, il a failli s'étouffer. Bon, enfin, c'est des trucs classiques hein, pour les astronautes. Bah oui, c'est des surhommes, hein, ces gens-là. Hein. Et par contre, là, je vous dévoile un grand secret qui a été maintenu pendant près de 30 ans par les soviétiques et qui n'a été dévoilé qu'au moment de la perestroïka. Gagarine n'a pas atterri avec sa capsule. À 7000 mètres, il a été éjecté automatiquement sur parachute. Bon, maintenant, tout le monde le sait, ou à peu près. Mais c'était le plus grand secret de l'Union soviétique. Je ne comprends pas, parce que ça n'enlève rien à l'exploit de Gagarine. Mais bon, c'était l'époque un peu bizarre. Donc, il atterrit à côté de sa capsule, dans les champs. Évidemment, il est dans cet équipement orange avec son casque. On le prend pour un extraterrestre. Il monte sa carte du Parti communiste. Alors, on est sauvé. Il téléphone. Voilà. Donc, on le voit ici, d'ailleurs. Vous voyez en bas à droite avec Korolev. Et voilà le plan de vol. Alors, effectivement, à 7000 mètres d'altitude, il y a un hublot qui s'ouvre et le siège éjectable. Voilà d'ailleurs les photos du siège éjectable que j'ai photographié. Il est au musée de l'air et de l'espace de Washington. Et on voit ici la fusée, puis dans la presse internationale, j'ai gardé les coupures de presse de l'époque, ce qui vous prouve que j'ai des cheveux blancs, vous voyez. Alors, mission accomplie. Gagarine a droit à la place rouge, aux honneurs et tout. Sa femme n'était pas au courant hein, qu'il était parti. Hein, mais enfin, bon, ils l'ont vu revenir. Par contre, Korolev interdit. Il n'existe pas. C'est lui le génie qui crée tout ça, mais on n'a pas le droit d'en parler. Son nom ne doit pas se prononcer. On l'appelle le constructeur général. Comme ça. Bon, c'était un gars très sympathique, Gagarine, quand même. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait vu. En 61, il faisait une tournée en Europe. Il y avait une foule extraordinaire. Il n'était pas grand. Hein. Bon, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Mais c'est vrai qu'il avait un sourire assez extraordinaire. Et bon, c'était un gars sympathique. Alors évidemment, après son exploit, interdiction de voler. Hein. C'est un symbole de l'Union soviétique. Il ne faut pas qu'il mette sa vie en danger. Donc l'Amérique est humiliée et elle va réagir. Et c'est ça que j'aime bien avec les Américains. Des fois, je bave un peu contre les Américains, mais ils réagissent méthodiquement. Alors, comment ça va commencer? Alors, eh bien, c'est d'abord l'électronique. Je vous ai parlé de l'électronique russe qui était moyenne, mais l'électronique américaine ont commencé à faire des sacrés progrès à l'époque.
1948, je vous rappelle, on découvre le transistor au germanium, hein, ceux qui ont les cheveux très blancs, et ça rappelle de cette époque-là. Et tout ça, c'est un laboratoire très célèbre des États-Unis qui s'appelle les laboratoires Bell. Et il y a beaucoup d'ingénieurs dans ce laboratoire qui quittent ce laboratoire pour se mettre, vous savez, en Amérique, c'est le pays de la libre entreprise. Ils quittent, ils vont fonder leur propre société et ils quittent la côte Est pour aller au paradis. Oui, le paradis, c'est la Californie, hein, bien sûr, vous avez traduit. Ils vont en Californie, dans un endroit qui va s'appeler la Silicon Valley, qui existe toujours, et c'est là où on crée tout. Voilà. Et ces ingénieurs mettent au point quelque chose de mieux que le transistor au germanium, transistor au silicium. Puis après, ils créent de nouvelles sociétés et ils vont créer des microprocesseurs. Ils vont créer notamment une société qui s'appelle Intel, que vous avez tous dans vos téléphones, je pense. Alors, l'énorme avantage des Américains, c'est leur plan méthodique pour contrer les Russes. Alors, dans l'espace, ça va être d'abord un homme à bord, c'est la capsule Mercury. Ensuite, 2 hommes à bord pour tester le rendez-vous spatial, c'est le projet Gemini. Le projet Gemini, c'est le plus important, en fait. Et ensuite, le grand projet lunaire, c'est Apollo, avec 3 hommes à bord et rendez-vous et dépôt sur la Lune d'un module lunaire. Parallèlement, on a besoin de robots pour défricher les trajectoires, défricher le sol lunaire avec les rangers, les surveilleurs, etc. Et on a besoin d'un visionnaire qui est von Braun pour mettre au point la plus grande fusée du monde. Et je vais vous dire que c'est la plus grande fusée du monde au jour d'aujourd'hui. Ne me parlez pas d'Ariane, Ariane c'est tout petit. Ne me parlez pas des fusées Atlas, c'est tout petit. Hein. La fusée von Braun, c'est 2 fois plus que ça au moins. Hein. Tout le peuple va participer à ça. Alors je vais essayer d'aller rapidement. Projet Mercury, c'est une capsule pour une personne. Contrairement aux Russes, c'est une capsule qui n'est pas automatique. Et les pilotes, qui sont donc les astronautes, vont pouvoir piloter leur capsule pour rentrer sur Terre. Voilà le premier groupe d'astronautes américains, les Mercury 7, comme on disait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la journée de la femme, je crois. Après le siècle de l'homme, la journée de la femme, enfin. Eh bien, je peux vous dire aussi que les Américains avaient prévu d'envoyer des femmes avec la capsule Mercury. Elles ont subi les mêmes entraînements que les hommes. Eh bien, elles n'ont jamais été dans l'espace. Je trouve ça assez scandaleux. Voilà. Comme quoi, c'était un monde... L'espace était un monde machiste. Alors après... Où est-ce que... Voilà. Où est-ce que j'en suis, moi? Là, oui. Donc, on revoit la fusée, la capsule Mercury. Je vous présente d'ailleurs le concepteur de la capsule Mercury. Oui, parce que je vais vous parler un peu des personnes qui sont inconnues et qui ont fait l'histoire. C'est lui qui a conçu la capsule Mercury et les capsules Gemini, Max Faget. Voilà. Et puis, en 1961, enfin, les Américains se lancent et vont lancer dans l'espace Alan Shepard, mais à bord de la fusée Freedom 7, mais le pauvre Alan Shepard, il fait juste un saut de puce. Il ne fait pas comme Gagarine, hein, vous avez compris. Il fait boum, il fait ça. La fusée qui le lance n'est pas assez puissante pour mettre en orbite. Hein. Il faut qu'il mette au point une fusée encore plus puissante, qui va être la fusée Atlas, qui va venir un peu plus tard. Donc, voilà. Mais alors se produit un truc assez extraordinaire. Et c'est ça que j'aime chez les Américains. Mai, voilà, 25 mai 61, alors que les Américains n'ont que l'expérience d'Alan Shepard de ces 15 minutes dans l'espace, c'est rien ces 15 minutes dans l'espace, il n'est même pas en orbite, c'est Kennedy qui a suffisamment de courage pour dire à ses compagnons américains, mes chers amis, je veux que à la fin de la décennie, on puisse envoyer
des hommes sur la Lune et les ramener sur Terre. Pas des hommes, des Américains sur la Lune et les ramener sur Terre. C'était quand même super gonflé. On n'avait aucune expérience, on n'avait rien. On était presque à zéro. On est en 61 et en 8 ans, on va réaliser le pari de Kennedy. Alors il faut dire qu'il était soutenu aussi par le vice-président Lyndon Johnson, que vous voyez derrière lui, qui était un ami de von Braun. Mais il y avait aussi des dames qui travaillaient à cette époque et qui étaient beaucoup plus fortes que leurs compagnons masculins, qui calculaient les trajectoires. Ah ben oui, il n'y avait pas de calculatrice de poche, hein. Même les règles à calcul, c'était difficile. C'était la table de log, la célèbre Bouvard et Ratinet, pour ceux qui se rappellent de leurs expériences au lycée. Et ils calculaient, et les grandes spécialistes, c'était ces trois dames que vous voyez là, dont le nom n'a été diffusé qu'il y a quelques années, suite à un film qui est sorti, qui est excellent, qui est un film tout à fait véridique, qui explique leur histoire. C'était évidemment la période de la ségrégation aux États-Unis en plus. Hein. Ce n'était pas simple pour elles. C'était les plus intelligentes du centre de la NASA, mais elles n'avaient pas le droit d'aller faire pipi là où les Blancs faisaient pipi. Il fallait qu'ils traversent tout le champ de tir. Hein. C'est un vrai scandale. Ça a duré des années encore. Il y avait des États qui sont restés encore racistes pendant de nombreuses années. Alors je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rire, comment on calculait les trajectoires à l'époque. Et encore, ils étaient limités par la longueur des échelles. Hein. Et c'est pour ça, en fait, ces calculs de trajectoire, c'est pour ça que ces dames étaient très fortes dans ces calculs. Ils faisaient tous leurs calculs à la main. Et ils avaient plus grande confiance que dans les premiers balbutiements des calculateurs. Vous voyez en bas à droite un calculateur de poche qui calculait les trajectoires, mais bon, ça marchait une fois sur deux. Et alors un petit scoop, John Glenn, qui va aller faire son petit tour dans l'espace de la première orbite, a reçu la trajectoire calculée par, je ne sais pas si c'est des IBM à l'époque, enfin par le calculateur. Il a refusé de partir si la trajectoire n'était pas validée par la célèbre calculatrice du centre. Elle a dit OK, et il est parti. Et voilà, John Glenn fait comme Gagarine. Enfin, il fait le tour de la Terre. Il orbite trois fois la Terre. Tout se passe plus ou moins bien. Enfin, bref. Et il sauve l'honneur des Américains. Bon, il y a un petit bout de film, mais je n'ai pas le temps de vous le passer. Voilà l'intérieur de la cabine. Alors, l'explication de la cabine, en fait, il rend sa fierté aux Américains. Il y a eu des petits problèmes à la rentrée, mais c'était des erreurs de voyants. Mission est un succès. Il a le droit à la Maison Blanche, à tout. Hein, et il rend sa fierté aux Américains. Voilà les photos de la cabine. Alors, cette cabine a été d'ailleurs transportée un an après au Salon du Bourget. Vous savez que tous les 2 ans, il y a le Salon de l'air et d'espace au Bourget. Et j'ai eu la chance d'y assister et de photographier. Bon, je n'ai pas vu John Glenn. Pas de chance. Mais vous voyez, ce n'est pas très grand hein, quand même. Alors, John Glenn, c'était le héros américain. Il n'y a pas d'autre mot. Après son exploit, il a quitté la NASA. Il a fait de la politique, il est devenu sénateur. Et puis, vers la fin de sa vie, il a voulu revoler. Et il a revolé à bord de la navette. C'était un super gars. Bon, alors on a envoyé un Américain en orbite autour de la Terre, ça c'est bien. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la Lune, parce que le point de destination final, c'est la Lune. Or, la Lune, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, on va envoyer déjà ce qu'on appelle les rangers. Les rangers, ce sont des sondes qui ont pour but de s'écraser sur la Lune pour voir ce qui va se passer. On ne connaît pas la nature du sol lunaire. Moi, je la connais. Parce que moi, j'ai lu Tintin en 1954. Et je savais, avec le professeur Tournesol,
on peut se poser et on peut redécoller. Mais les Américains, ils n'ont jamais lu Tintin. Bon, donc ils ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps, mais enfin, voilà, ils envoient donc un ranger s'écraser sur la Lune, plusieurs même, puis ils envoient un atterrisseur. Un atterrisseur. Oui, comme les rovers martiens, un atterrisseur. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe quand on se pose sur la Lune. Il y a de la poussière. Est-ce qu'on va pénétrer de 5 cm ou de 10 mètres? Pas pareil. Si c'est 10 mètres, on ne peut plus redécoller. Donc, il faut faire des tests. Et pour ça, on va envoyer ces surveilleurs qui vont justement tester le sol lunaire. Et comme vous voyez bien, voilà, dans le coin à droite, eh bien, on ne s'enfonce pas trop, hein, quelques centimètres, dans le régolithe, ça s'appelle le régolithe, dans la poussière lunaire. Et on fait même un essai, ça aussi, ça ne s'est pas su, sur un des surveilleurs, on réallume le moteur, il fait un saut de puce et il se repose à côté, donc on peut redécoller de la Lune, tout est clair, tout est bien, feu vert pour les Américains, tout se passe bien. Patatras, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, les Soviétiques leur dament le pion encore une fois. C'est la première sortie dans l'espace d'un Soviétique en mars 65. Alexis Leonov sort dans l'espace. Voilà. Et pour une fois, c'est montré en direct à la télévision du monde entier, ce qui est relativement rare pour les Russes. Mais maintenant, on sait qu'on a frôlé la tragédie. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les Russes avaient testé les scaphandres, avaient tout testé, mais il y a un problème quand vous sortez dans l'espace. N'oublions pas que c'est la première fois qu'on sort dans l'espace. Hein. Votre scaphandre, il est à la pression atmosphérique, 1 bar. Vous sortez dehors, c'est combien de bars dehors? 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, bibendum. Le scaphandre, il double de volume. Alors, ça, en fait, ça bloque les doigts de Leonov, ça bloque toutes les articulations. Et surtout ça l'empêche de rentrer. Et il n'a plus d'oxygène. Il ne peut plus rentrer. Vous voyez, attendez, je dois avoir un pointeur laser. Là. Voilà. Vous voyez, le tunnel, il doit re-rentrer dans ce tunnel pour rester dans sa capsule après. Pas de chance, il ne peut pas. Et il commence à manquer d'air. Donc il a une idée, si je fais rien, je meurs dans l'espace. Donc c'est des gens quand même qui ont les nerfs d'acier. Qu'est-ce qu'il fait? Il dévisse une partie de son scaphandre pour laisser échapper de l'air. Un peu trop d'ailleurs, puisqu'il frôle de tomber dans les pommes. Il dévisse ça et il rentre dans le tunnel. Il arrive à elle m'a coupé là. Il arrive à rentrer dans son tunnel et tout se passe bien. Ils retournent sur Terre. Ils sont quand même un peu déboussolés. Ils loupent la fenêtre de rentrée et ils se trompent. C'est les lois de la mécanique céleste. Hein. Ils vont se poser un peu trop loin dans la taïga où il y a un peu trop de neige, un peu trop de loups, un peu trop d'arbres. Bref, ils mettent 3 jours à être récupérés par des hélicoptères. Je vous signale qu'en se posant, la capsule, la porte s'ouvre automatiquement. Il fait moins 30 dehors. Bon, vous avez compris. Enfin, la mission est sauvée. Alexis Leonov est un type super, super sympa. Et quand même là, il a montré des grandes qualités. Et c'est ça qui le qualifie pour être le premier soviétique sur la Lune. Ça n'arrivera pas, mais c'était ça. Alors, les Américains répliquent, et c'est Gemini, hein, la vie à 2 à bord d'une capsule. Alors Gemini, c'est le plus grand, c'est le plus important programme américain, parce qu'il doit valider le concept des rendez-vous dans l'espace, voler plusieurs jours et effectuer les sorties dans l'espace. Voilà, Gemini, je passe un peu vite. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est légèrement plus grand qu'une Mercury,
Et malheureusement, des fois, il reste une semaine là-dedans. Hein. Enfin, bon. Et c'est enfin la première sortie américaine dans l'espace, Ed White, qui sort. Alors là aussi, les Américains, ils montrent tout en direct. Donc on le voit sortir. Il est même équipé d'un petit pistolet pour se diriger dans l'espace. Tout se passe bien. Rendez-vous spatial. Alors ils veulent tester le rendez-vous spatial avec une fusée vide qui tourne autour de la Terre. Le premier rendez-vous s'amarrait à cette fusée, un moteur fusée 100 balles, et ça tourne à des vitesses épouvantables. Les astronautes sont à la limite de tomber dans les pommes. Neil Armstrong, retenez bien le nom, Neil Armstrong, les nerfs d'acier, arrive à se détacher de la fusée réceptrice et à retourner sur Terre avec 0 carburant. Il a sauvé la mission. Il a gagné son ticket pour aller sur la Lune et être le premier astronaute américain sur la Lune. Alors, en plus de ça, on met au point des procédures pour simuler la pesanteur lunaire, parce qu'évidemment, la Lune, c'est quoi? C'est un sixième. Hein, vous vous rappelez les Dupont là, qui sautent comme ça, un sixième. Donc, il faut simuler. Pour simuler, on peut le faire qu'avec des systèmes comme ça. Et ça, c'est pour aussi simuler les gestes dans l'espace. C'est Buzz Aldrin, qui est un plongeur en plus, qui fait de la plongée et qui a l'idée de dire que la plongée, quand on est dans l'eau, c'est à peu près comme quand on est dans l'espace, en apesanteur. Donc les simulations vont se faire dans les piscines, et ça se fait toujours dans les piscines. Et voilà, ça c'est pour simuler l'apesanteur. Tout se passe bien. D'ailleurs, une des premières phrases des astronautes quand ils arriveront sur la Lune, c'est de dire « c'est comme au simulateur ». C'est un grand succès. Puis on lance les Lunar Orbiters qui vont photographier toutes les zones d'atterrissage. La route est tracée. Maintenant, c'est objectif Lune. Le programme Apollo peut démarrer. Fly me to the moon. C'est qui chantait ça? Allez, les anciens s'en souviennent. Frankie Boy, Frank Sinatra, voyons. Oui, les jeunes, vous ne connaissez pas. Oui. C'était une autre époque. Voilà, il y a plusieurs types de voyages pour aller vers la Lune. En fait, le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous en orbite lunaire. Et c'est-à-dire qu'on va poser quelque chose sur la Lune qui va venir s'amarrer à une capsule qui l'attend et ensuite retourner sur Terre. Et ça aussi, c'est le but de ce monsieur-là qui a réussi à convaincre tout le monde que c'était la bonne solution. Von Braun était contre, il a réussi à convaincre Von Braun. C'est encore grâce à un de ces personnages que la mission Apollo a pu réussir. Alors voilà le profil typique d'une mission Apollo. Vous la connaissez à peu près tous, je ne vais pas détailler parce que là, il est déjà à 48 minutes, là, il va falloir que j'avance. Alors, Apollo, c'est quoi? Apollo, c'est déjà une fusée extraordinaire, une centaine de mètres de haut, très puissante. C'est un module lunaire qui va se poser sur la Lune, et c'est le module de commande que vous voyez en bas à droite qui va accueillir les astronautes pendant la traversée. On compare ici la taille d'Apollo, du module lunaire, de la fusée Gemini, de la capsule Gemini et de la capsule Mercury. Vous voyez la fusée Saturne, rikiki par rapport aux petites fusées qui ont lancé les Mercury et les Gemini. Voilà à l'échelle la fusée Saturne, 111 mètres de haut, comparée aux deux autres. Et son concepteur, je passe un peu. Voilà. Et c'est le grand jour en novembre 67. Il faut quand même tester la fusée Saturne. Parce que pour le moment on ne l'a pas fait. Hein. Donc, on fait une répétition à chaud, comme on dit. Tout est dedans. Premier essai, succès complet. Donc, on peut y aller, feu vert. On va aller sur la Lune. Voilà la comparaison des tailles de Saturne.
d'Ariane et de la navette spatiale. Vous voyez, c'est pas la même catégorie. Hein. Alors, la fusée Saturne, ben, c'est d'abord un moteur. En fait, c'est 5 moteurs pour le premier étage, kérosène et oxygène liquide, du classique, hein, tout à fait classique. Par contre, pour les autres étages, deuxième et troisième étage, ce sera beaucoup moins classique. Pour la première fois, on utilise oxygène et hydrogène liquide, les mélanges cryogéniques qu'on utilise par exemple à Ariane. Voilà les moteurs. Si je vous montre le moteur en bas à droite, qui est en train de rouiller, parce qu'à la fin de l'aventure Saturne-Apollo, on a tout oublié. Les ingénieurs ont été licenciés ou sont morts. Ce n'était pas informatisé à l'époque. Hein. Donc les plans, c'était des blueprints, comme on dit en anglais, des bleus, hein, vous savez, qu'on tire avec de l'ammoniac. Hein, vous vous rappelez de ça, les anciens? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, tout s'est évaporé, il n'y a plus rien. Donc il n'y avait plus de documentation. Les gens ont été licenciés. Les pièces détachées ont été dispersées. On a même été jusqu'à récupérer des moteurs dans les musées pour voir comment ils fonctionnaient. Ça a été fait il y a une dizaine d'années. Hein, parce que je terminerai justement en vous disant qu'on n'est pas capable de retourner sur la Lune hein, pour le moment. Alors voilà la fusée Saturne. Vous voyez, 3500 tonnes de poussée au décollage pour un poids total de 2800 tonnes. La seule série de fusées au monde sans aucun échec. Hein, intéressant. Alors je vous présente juste le départ d'Apollo 11, s'il veut bien démarrer. Parce que les vidéos dans les PowerPoint, c'est pas toujours ça. Il n'a pas démarré. Si? Ah si. Ah ben moi, il n'a pas démarré ici. Ah oui, vous avez l'avantage. Hein. Alors, on voit dans tous les films plein de décollages de ces fusées Apollo, de cette fusée Saturne, de différents angles. Pourquoi? Les Américains avaient tellement peur qu'elle explose au décollage, ils voulaient vraiment documenter d'où pouvait venir cette explosion. Il y avait une centaine de caméras sur la tour de lancement, donc c'est pour ça qu'on a toujours des belles photos. Alors pour la construire, il a fallu construire le plus grand bâtiment du monde, le VAB. J'ai eu la chance d'y entrer en 1969, bah oui, tiens, au moment d'Apollo 12. C'est assez impressionnant, je ne sais pas si vous voyez. Ils peuvent construire 4 fusées Saturne en même temps. Il y en a qui disent que certains jours, il se forment des nuages dans le haut. Pourquoi pas? Donc voilà les différents morceaux d'Apollo. Je fais un peu vite quand même. Et voilà l'intérieur du module de commande où vont vivre 3 personnes pendant plus d'une semaine. C'est pas très grand. Alors je sais bien, ça sera en apesanteur la plupart du temps, mais quand même, c'est un peu juste. Vous voyez, alors évidemment, il ne faut pas toucher le mauvais bouton. Hein. Tous les boutons sont protégés. Hein. Parce que si en vous déplaçant, enfin, vous avez compris. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, la figure à droite, pour transférer dans la partie LEM, il faut crapahuter en dessous et passer dans le tunnel. Bon, enfin, bref. Alors, le point le plus important et le plus dangereux, ben, ça va être au retour la rentrée atmosphérique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'air, c'est un fluide. Les corps qui vont pénétrer l'atmosphère terrestre vont échauffer ce corps à la rentrée. Heureusement, c'est ce qui nous sauve des astéroïdes. Hein. Mais alors, il y a un problème, parce que si vous pénétrez trop comme ça, vous brûlez. Si vous pénétrez trop comme ça, c'est comme quand vous lancez un galet sur la mer, tchoc, tchoc, vous ricochez, vous partez dans l'espace, vous ne reviendrez jamais. Et il paraît qu'ils n'avaient pas de pilule de cyanure. Hein. Donc, l'angle idéal, c'est quelques degrés. Vous voyez, j'ai marqué 5 à 8 degrés. Alors, il y a une petite illustration qui vous montre, mais vous avez compris, si l'angle est trop plat, on rebondit et on se perd dans l'espace. Et l'autre. Ouais, voilà. Sinon, vous brûlez. Alors maintenant, on s'intéresse au module lunaire. Le module lunaire, ben, c'est sorti de la tête de ce monsieur
qui a eu l'idée de le concevoir. Alors évidemment, comme ça va être dans le vide, il n'a pas besoin d'être aérodynamique. Et en fait, il a l'air tout à fait affreux. Hein. Et on dirait que ça va tenir après qu'avec un demi-millimètre de feuille d'aluminium. Hein. Bon, mais il n'y a pas d'effort. Hein, on est dans le vide. Voilà Armstrong dans le module lunaire. On met au point des solutions ingénieuses sur le module lunaire, notamment pour gagner du poids. Au début, on pensait que les astronautes, pour atterrir, ils se mettraient dans un siège comme dans un avion. Ils disent ça ne sert à rien. Il suffit qu'ils soient debout et qu'ils ne regardent pas un petit bout de fenêtre. Et en fait, on a gagné beaucoup de place avec ça. Donc il y a des petites fenêtres triangulaires. C'est grâce au module lunaire qu'on a mis au point des nouveaux matériaux isolants, comme le Kapton, mylar métallisé, etc. En fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas de l'or, hein, c'est du mylar métallisé. Alors, rigolez un bon coup, là, les jeunes. Le calculateur de bord, il est moins puissant qu'un vieux portable. Je suis obligé de dire 35 kg de ROM et 2 kg de RAM. Hein, maintenant, on parle en giga ou en tétra ou je ne sais pas quoi. Et en plus, il est tombé en panne. Hein. Voilà. Alors, vous voyez la petite trappe à gauche. On se baisse, on ouvre la trappe. Bon, évidemment, il faut mettre son scaphandre avant. Hein. Et on atterrit dehors, sur la petite échelle, pour sortir. Voilà. Alors, on a testé tout cela aussi grâce à des simulateurs sur Terre qui testaient le module lunaire, l'atterrissage, le décollage. Et là aussi, une fois, Neil Armstrong, eh bien, il n'a pas eu de chance. Enfin, il a eu de la chance parce que ça a explosé et il a réussi à se sauver. Donc ce mec-là, il avait vraiment la baraka. Hein. C'est pour ça qu'on l'a envoyé. Voilà. Alors, mais voilà, et maintenant, il va falloir payer son tribut à l'espace. Surviennent les premiers accidents. Apollo 1, en janvier 67. On fait une répétition de la capsule sur le pas de tir à Cap Canaveral. Et pas de chance, à l'époque, ils avaient décidé d'utiliser de l'oxygène pur à l'intérieur de... Quelle bêtise, hein. Ben oui. De l'oxygène, maintenant on le sait, hein, de l'oxygène pur à l'intérieur de la capsule. Et il y a eu un court-circuit, tout a cramé, la porte ne s'ouvrait pas automatiquement, on n'a rien pu faire, on a perdu nos 3 astronautes. Le programme est donc retardé maintenant et on va lancer un programme de modification mené par Frank Borman, un astronaute, et on va interdire l'oxygène pur, on va avoir un mélange comme sur Terre, oxygène, azote, et la porte devra s'ouvrir de l'intérieur en moins de 3 secondes, je crois. Donc on a perdu à peu près 1 an, mais bon, c'est des accidents comme ça qui font faire des progrès. Les Russes aussi, de leur côté, perdent un cosmonaute, Komarov, parce que la capsule n'est pas au point. Puis, Korolev meurt en janvier 60. Ah oui, Korolev, je vous rappelle, il n'existe pas. Ah oui, pour les Russes, il n'existe pas. Hein. Constructeur général, vous ne pouvez pas dire « Bonjour, monsieur le docteur, je suis monsieur constructeur général ». Donc, il ne peut pas aller voir n'importe quel médecin, il doit se faire une petite opération. Donc, il faut trouver la seule personne capable de l'opérer. Il faut que ce soit quelqu'un du Politburo, le ministre de la Santé. Mais on sait que le ministre de la Santé avait le titre de ministre de Santé, je ne sais pas. Bref, il ne s'est pas relevé de sa table d'opération. Là, il y a encore un petit mystère. On continue, pas de chance. Quelle série noire. Gagarine s'en va aussi. Gagarine, il n'avait plus le droit de voler. Il était devenu neurasthénique, et je vous passe, c'est des meilleurs. Et il menace de faire un scandale si on ne l'autorise pas à revoler. Donc, il reprend des cours à bord d'avion. Et puis un jour, son MiG-15, son altimètre est mal réglé. Il s'écrase au sol, dans la région de Moscou. C'est très mystérieux aussi. C'est Leonov qui est chargé de l'enquête.
on n'a jamais su vraiment le fond de l'histoire. Bon, bref. La fusée russe qui est supposée concurrencer la fusée américaine, qui est la fusée donc, N1, fusée géante, qui doit synchroniser une trentaine de moteurs. Les Russes n'arrivent pas à synchroniser une trentaine de moteurs. Les 3 ou 4 exemplaires qui ont été construits explosent au sol, une fois en faisant d'énormes dégâts. Voilà. Alors c'était une très belle fusée. Hein. Là, on voit la comparaison avec une fusée Saturne, même taille, même puissance, mais sûrement pas même technicité. Ça n'a pas marché. Alors, les Russes ont toujours dit qu'ils n'avaient pas de programme lunaire pour aller poser des astronautes sur la Lune. Eh bien, c'est faux. Voilà le module lunaire russe, qui est un peu plus, comment dire, un peu plus simplifié que le module lunaire américain, mais qui est pas mal. Alors, le problème, c'est que c'était quand même très, très brut de fonderie, comme on dirait. Je vais quand même vous montrer, c'est amusant, parce que ça aussi, ça s'est connu que très longtemps après. Donc, le module russe, le module lunaire russe est là, au sommet d'une fusée Soyouz, vous voyez la capsule Soyouz. Alors, pendant le voyage, les astronautes sont dans la capsule Soyouz. Le coup du tunnel, ils ne savaient pas faire, hein, les Russes. Donc, arrivés près de la Lune, ils sortent d'ici, ils vont nager jusqu'au module lunaire russe, ils vont rentrer dans le module lunaire, ils se détachent du module lunaire, et après, au retour, ils se réaccoupleront, ils ressortiront, etc., etc. Bon, c'était fait pour une personne, hein, Leonov. Vous avez bien compris que suite au succès américain, ça ne s'est pas produit. Mais voilà, il existe, hein, je vous prouve. Hein, voilà Buzz Aldrin qui pose à côté d'une maquette de ce module lunaire. Voilà ici, on compare avec la taille du module lunaire américain. Bon, l'idée n'était pas absurde. Hein, une personne à bord, arrivait sur la Lune, il sortait, il prenait 3-4 cailloux pendant 1 heure, il remontait et il repartait. Hein. Et alors, les Américains ne sont pas au courant des problèmes des fusées M1 russes, mais un jour va se produire un coup de poker en 68. Et voilà, le coup de poker, c'est ça. La CIA a bien remarqué que les Russes avaient une fusée géante en construction. Cette fusée géante, on la voit en bas à droite, là, sur le site de Baïkonour, et les Américains, ils ont peur que les Russes leur fassent un enfant dans le dos et envoient un Russe tourner autour de la Lune ou poser quelque chose autour de la Lune. Il dit qu'il faut absolument qu'on les batte, et ils construisent une mission qui n'était pas du tout prévue, la mission Apollo 8, parce que le module lunaire américain n'est pas prêt. Donc Apollo 8, ils vont faire le tour de la Lune et revenir. C'était pour Noël 1968, moi aussi, je m'en rappelle bien. Alors ça, c'était formidable. Ça marche. On brûle les étapes, ça marche. Et on va faire le tour de la Lune. Et pour la première fois, on voit la Terre de la Lune et on envoie des belles photos sur Terre. On parle, vous vous rappelez la phrase de la Genèse là, au moment de Noël, tout ça. C'était très, très intéressant. Belle époque. Voilà, ils reviennent. Et tout s'est bien passé. Ça aussi, ça a marqué les esprits. Voilà la capsule d'Apollo 8 qu'on peut voir au musée de Chicago. Alors, très rapidement, si on envoie des astronautes sur la Lune, c'est pour faire de la science quand même aussi. C'est pour ramasser des échantillons lunaires. Il ne faut pas ramasser n'importe quoi. Hein. Donc, on va les former. Et on va les former avec des scientifiques, des géologues, notamment le professeur Sliver, et un autre scientifique et géologue que vous connaissez, Eugene Shoemaker. Vous savez, celui de la comète Shoemaker-Levy. C'était lui d'ailleurs qui était prévu pour faire Apollo 17, et puis il a eu des problèmes de santé, et il a envoyé son élève à la place, Harrison Schmitt. Bon, ça vous connaissez, Houston, on n'a pas de problème. En fait, il y a des problèmes, mais ils sont payés pour les résoudre. Et ils les ont résolus. Et on arrive à Apollo 10.
Ah, on s'approche. Hein. Il serait temps, parce que je commence à avoir soif, moi. Et puis, il est quelle heure? Ouais, ça va. Apollo 10, c'est la répétition de tout jusqu'à arriver à quelques kilomètres de la Lune, ne pas se poser et repartir. Quelle frustration. Alors, les Américains, là, ils disent, mes astronautes, s'ils me jouent un tour de cochon, je ne vais pas mettre le carburant du moteur de remontée. Comme ça, ils ne peuvent pas dire « Oh, je me suis posé par erreur et je suis désolé ». Et on va pas. S'ils se posent, ils ne peuvent plus repartir. Donc, bon, enfin, de toute façon, c'est des professionnels, les gars. Donc, tout va bien, ça s'est bien passé. La voie est ouverte. C'est Neil Armstrong, vous savez pourquoi il a la baraka. Voilà. Et enfin, arrive cette nuit du 20 au 21 juillet 1969, 15 ans après Tintin, on a marché sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Les images ne sont pas extraordinaires, mais quelle émotion, ceux qui l'ont vécu devant leur poste de télévision, c'était incroyable. Hein. Alors, même ce film, c'est un film qui est déjà amélioré. Hein. On ne trouve pas d'autres meilleures versions. Je crois même qu'il y a eu un petit scandale à la NASA parce qu'ils ont perdu les bandes originales d'Apollo 11. Je crois. Enfin, ils ont perdu, oui, ils ont égaré, mais n'oubliez pas, c'était même pas du VHS à l'époque, c'était quoi, de l'Ampex, c'était des bandes comme ça. Hein, donc il y a des milliers de cartons. Je crois plutôt qu'ils ne savent pas dans quel carton il y en a qui cherchent toujours. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Puis, une heure après, il y a son copain Buzz Aldrin qui arrive et qui pose le pied sur la Lune. Et bien là, je vais vous donner un scoop. Qu'est-ce qu'il a fait, Aldrin, quand il a posé le pied sur la Lune? Il a fait pipi. Il a fait pipi. Non, ben, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Il le dit à tout le monde. Il se dit, ben, Armstrong, il a dit des paroles historiques. Moi, je fais pipi. Dans sa poche, hein, bien sûr. Hein. Il n'a pas... Bon, vous avez compris. Voilà des belles photos des astronautes. Alors, tout le monde dit, oh, Armstrong sur la Lune. Bah, faux. Tout ce que vous voyez là, c'est Aldrin. Ah, bizarre. Hein. Bizarre. Pourquoi n'y a-t-il pas deux photos d'Armstrong marchant sur la Lune de face et qu'on voit. Tout le monde croit que c'est Armstrong, mais c'est Aldrin. C'est Armstrong qui prenait les photos d'Aldrin. Et quand il a passé l'appareil à Buzz Aldrin, il est sûrement tellement vexé de ne pas être sorti en premier. Il voulait sortir en premier. Il ne pouvait pas, c'était pas le capitaine. Hein. Enfin, bref, il n'y a aucune photo d'Armstrong prise par Aldrin. La seule que vous voyez, ça va être la suivante. C'est celle-là où il le prend de dos. Bon, c'est pas chouette hein, quand même. Hein. Bon, enfin, c'est un gars super sympa quand même, Aldrin. Enfin, moi, c'est ma théorie qu'il était vexé. Hein. Il y a peut-être d'autres explications. Bon, tout s'est pas très bien passé, mais à la fin, comme je vous l'ai dit, le calculateur est tombé en panne. Il y a eu des erreurs qui se sont manifestées, telles que la célèbre 12.02, c'est connu dans le métier. Cette erreur, elle n'était pas dans la liste des erreurs. Alors, quel est le problème quand vous faites de l'informatique? Vous avez une liste d'erreurs et que vous avez une erreur qui n'est pas dans la liste. Hein, ben vous n'êtes pas dans... Hein. Bon, et bon, c'est cette demoiselle qui a résolu le problème online. Voilà, Margaret Hamilton, etc. De plus, au moment du redécollage, quand on est prêt, on va décoller, c'est-à-dire que la partie supérieure du LEM doit partir, s'amarrer à Apollo. Et pour ça, il faut appuyer sur le bouton Start. Il y a un bouton qui s'appelle Start. Ben, pas de chance, il y a eu une mauvaise manœuvre. Le capuchon du bouton Start était parti. Et on ne pouvait pas, avec leurs gants, tout ça, ils ne pouvaient pas appuyer. Alors, c'était mal embouché. Bon, il y avait plusieurs procédures logicielles pour faire, mais il y a quelqu'un qui fait Aldrin, il a aidé, il a pris son stylo, il a appuyé sur le bouton comme ça, et comme il nous l'a dit, Aldrin est venu nous voir il y a une dizaine d'années à la SAF,
Il a dit, ce stylo, je ne m'en sépare jamais, c'est celui qui nous a sauvé la vie. Ben oui, c'est vrai. Donc, on a marché sur la Lune. Ça, c'est vrai, c'est sympathique. Et surtout, vous voyez là, justement, la partie du LEM qui doit se décoller et s'accrocher à Apollo. Et surtout, on en est revenu. Donc, on a gagné le pari de Kennedy. Et en juillet 69, on peut bien le porter en triomphe. Hein. Les Américains sur la Lune, c'est von Braun. Donc, il va être récompensé. Il va encore vivre quelques années, travailler un peu à la NASA, puis quitter la NASA. Bon, les Russes ont été un peu mauvais joueurs. Au moment du lancement d'Apollo, ils ont lancé une sonde lunaire en espérant que ça allait troubler un peu le lancement d'Apollo, mais bon, elle n'a pas marché. L'aventure continue. Je vais très vite, je ne vous parle pas d'Apollo 12. Si, quand même, je vais vous dire une chose. Apollo 12, ils ont réussi à se poser très près d'un des surveilleurs et de ramener des pièces de surveilleurs que vous voyez là. Et on s'est aperçu d'ailleurs qu'il y avait des microbes dessus, en les réanalysant sur Terre. Donc des microbes, alors c'était des microbes terrestres, hein, il n'y avait pas de microbes sur la Lune, et que donc les microbes terrestres avaient survécu à 2 ou 3 ans sur la Lune. La plus belle mission, c'est évidemment Apollo 13, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Ça fait déjà une indice, je ne vais pas abuser. On va bypasser tout ça. Et je vais vous parler de la dernière mission, Apollo 17. Le public en a marre. Pourquoi? L'Amérique a gagné, la Russie a perdu. À quoi bon continuer? La science, on s'en fout. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Et bon, par contre, pour la dernière mission, c'est enfin, on met un géologue à bord, Harrison Schmitt, qui va ramasser ce qu'il faut ramasser. Et on va s'apercevoir que ce sont les mêmes roches que celles du manteau terrestre. Voilà. Et la plus belle photo, c'est ça. Harrison Schmitt, à gauche, en train d'effectuer un prélèvement. Ça, c'est une photo mythique de la dernière mission. Plus d'argent, le public est désintéressé. Adieu la Lune. Adieu la Lune. Et alors, est-ce qu'il y en a qui croient qu'on n'a pas été sur la Lune? Oh, soyez sympa, il faut qu'il y en ait un qui lève le bras au moins, sinon je ne peux pas continuer. Ah, eh bien, vous avez tort. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit déjà, le programme Apollo, il y avait 500 000 personnes qui travaillaient dessus. Un secret déjà pour 2 personnes. Le secret dit, on n'a pas été sur la Lune. S'il y a 2 personnes, bon, on peut dire qu'on peut le garder, mais je ne sais pas, ce n'est pas toujours facile. Mais 500 000 personnes, vous pouvez penser que 500 000 personnes peuvent garder un tel secret? J'y crois pas. Alors, si les astronautes n'ont pas été sur la Lune, comme on a vu les décollages en direct, où est-ce qu'ils ont été? Mystère, comme dirait Coluche. Hein, voilà. De même, les 400 kilos d'échantillons qu'on a ramenés, bon, on peut dire on les a pris. Voilà, bon, attends. Mais le plus important, c'est ça, c'est qu'on a fait de la science sur la Lune. Sur la Lune, on a déposé des sismomètres, on a déposé surtout des réflecteurs laser. C'est-à-dire que quand on les bombarde avec un rayon laser depuis la Terre, ça renvoie la lumière, c'est-à-dire la distance exacte de la Terre à la Lune au centimètre près. Avec Daniel, on l'a fait. Le centre se situe au-dessus de Grasse, au plateau de Calerne. Vous tirez, tchoup, on n'entend rien, c'est pas vrai, mais on mesure 2,1 ou 2,2 secondes la distance. Et vous traduisez, combien? 2,1, et c'est traduit en centimètres, enfin, oui, en kilomètres et en mètres. Voilà. Autre argument, l'ennemi, le KGB, n'a jamais prétendu que l'alunissage n'ait jamais eu lieu. Alors, hein, si ça, ce n'est pas une preuve. Et puis maintenant, il y a des preuves très techniques. On a des satellites autour de la Lune qui sont tellement précis qu'on voit la trace des astronautes sur le sol lunaire, qu'on voit l'emplacement des modules lunaires,
des rovers. Voilà par exemple la Apollo 17, où on voit toutes les traces, tout a été identifié. Alors je sais bien, il y a toujours des crétins qui diront « Ah oui, mais on a fait ça avec Photoshop après ». Cela, on ne les convaincra pas. Voilà. Bon, je vous passe quelques belles photos. Voilà, notre ami Olivier de Goursac, justement, a travaillé pour la NASA, et la NASA lui a demandé de améliorer les photos ramenées par les astronautes. Vous savez, toutes ces photos, ils ont tous un petit croisillon de repérage où il y a des reflets, tout ça. Donc, il a amélioré tout ça. Et il a fait un bouquin là-dessus. Je crois qu'une grande partie de ces photos se retrouveront dans son bouquin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a visité des endroits différents, 6 endroits différents, puisqu'il y a eu 12 astronautes qui y ont été. Et en fait, suite à tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'avons-nous appris? Eh bien, d'abord, qu'avons-nous appris d'Apollo? Tout un peuple a été capable de se passionner pour un tel projet. Bon, l'espace est dangereux, on a vu, il y a eu des morts. Hein. On ne pense pas qu'il y en a eu d'autres, mais il y a eu des morts. Et puis ça a continué après avec les navettes Challenger, etc. Les simulations terrestres ont été parfaites et on a été capable de réutiliser une partie des infrastructures comme la grosse usine, le VAB, le crawler qui amène les fusées, etc. Malheureusement, on n'a pas fait attention assez aux hommes et aux documentations, et ça, on a perdu beaucoup. Alors, qu'a-t-on appris sur la Lune? Eh bien, la Lune, c'est facile. La Lune, c'est la Terre. La Lune, c'est la Terre. On a appris que ce qu'on a ramené, c'est des cailloux, c'est un peu comme la croûte terrestre. Voilà. Alors après, on ne s'est pas intéressé à la Lune. Les Américains, avec raison peut-être, sont intéressés à la station spatiale, à la navette spatiale, à l'exploration de toutes les planètes. On a exploré toutes les planètes du système solaire, ça ne faut pas oublier, on ne peut peut-être pas tout faire. On change d'époque, il n'y a plus de guerre froide, hein, donc il y a moins d'émulation, beaucoup moins d'émulation. Alors je vais faire, vous voyez, skip, ça veut dire passer. Et je vais passer directement à ce qu'on a fait après. On a fait très peu de choses concernant la Lune, et je vais même encore passer beaucoup plus vite pour ne pas vous embêter trop. Maintenant, il y a des projets de retourner sur la Lune, et notamment de créer un village lunaire. Ça, vous voyez, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne. Alors, ils sont marrants, les Européens. On a un projet de village lunaire, mais on n'a pas le lanceur. Bon, enfin, on espère que quelqu'un nous aidera. Hein. Bon. Mais on a des idées. Hein. Non, mais il ne faut pas. Je blague en disant ça. On a des bonnes idées. Une structure gonflable, et on va utiliser le régolithe, c'est-à-dire la poussière lunaire, pour faire des briques. Quel est le problème sur la Lune? Quel est le problème? Premier problème, il n'y a pas d'air, mais ça on s'en fout, on peut prendre de l'oxygène. Le problème, c'est les radiations. Les radiations, comme il n'y a pas d'atmosphère, on est grillé par les radiations. Il faut donc, on ne peut pas rester de façon permanente sur la Lune, sinon on est grillé. Apollo 14 a eu des grands problèmes parce qu'ils ont dépassé la limite de radiation, on a calculé après, énormément. Donc il faut se protéger des radiations. Eh bien, se protéger des radiations, c'est justement, avec le sol lunaire, on fait des expériences pour justement protéger ces structures gonflables et abriter ensuite les astronautes. Voilà, mais pour ça, il faut qu'on ait une mini-station spatiale autour de la Lune, que les Américains sont en train de penser à construire, mais à mon avis, ils vont avoir une sacrée surprise quand ils vont arriver sur la Lune. Voilà. Et oui, je pense que nos amis chinois sont très forts, sont très ambitieux, sont très techniques, ont l'argent et les techniciens pour faire ça. Vous savez qu'il y a quelques semaines, ils ont posé un rover
et un atterrisseur sur la face cachée de la Lune. Bah, c'est une première. Moi, je vois que d'ici 2 ans, ils vont nous poser des astronautes chinois sur la Lune. Alors, ils ne vont pas faire comme les Américains. Hein. Je pense, oui, ils en posent sur la face cachée de la Lune. Ça changerait. Ou moi, je parie pour quelque chose. Ils vont poser des astronautes femmes sur la Lune pour marquer le coup. Ça serait bien, ça serait pour la journée de la femme dans 1 ou 2 ans. Hein, voilà. Alors, Mars, je n'ai pas le temps de vous en parler. Je vous remercie. Si vous avez des questions, tant pis. Alors, je signale, bon, après les questions, s'il y en a, j'ai un résumé là que vous pouvez prendre. De plus, je mettrai cette présentation probablement en PDF. Je ne sais pas, tiens, regarde, je mettrai cette présentation en PDF au téléchargement si ça intéresse. Moi, je commence à avoir mal à la gorge, mais je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Mais il faut parler fort parce que mes bonnes oreilles datent aussi de l'époque Apollo. Mais si vous voulez, on arrête là. Ah oui, vas-y. Ah ben, mon vieux... Oui, les Lunar Codes, c'était à la glorieuse époque soviétique où ils ont envoyé, à l'époque des Rangers et des surveilleurs, ils ont envoyé, les Russes ont envoyé un petit rover qui se déplaçait. Pas petit, énorme. Oui, absolument. Oui, oui. C'était bien. Mais j'ai éliminé à peu près la moitié de mes slides. Alors, non, il y a eu une époque, les Soviétiques, ils avaient des bonnes idées simples. Mais à partir d'un certain moment, il faut de la technicité. Voilà. Oui, vous en prie. Attendez, j'entends pas. Oui. Ah, c'est plus simple dans le sens où si le robot explose, on s'en fiche et c'est moins cher. Mais pourquoi on envoie des robots sur Mars? Parce que, bon, 1 fois sur 2, ça ne marche pas hein, sur Mars. Hein. Donc, on prend moins de risques. À partir du moment où vous voulez envoyer des hommes, le degré de sécurité doit être beaucoup plus fort et ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça que Mars en plus, ça va être le problème des radiations. Hein. Oui, oui. Je voulais faire une remarque. Ces crônes américains, ils savent plus en faire des Apollo. Non. Et nous, on ne sait plus faire des centrales nucléaires. Ah, non, je ne sais pas si on peut dire ça, mais... Si, regardez les problèmes qu'il y a eu maintenant. Bon, attendez, je m'excuse, il y a des gens qui posent la question. Oui. Ça vient exactement de ce nationalisme. Oui. Oui. Est-ce que la France n'aurait pas travaillé? Je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, j'ai aucune information. Oui, oui, oui. Ça me dit rien. Oui, je vous en prie. En fait, je n'ai pas compris pourquoi la connaissance s'est perdue, en fait. Alors, pourquoi la